François Villeroy de Galhau, bonjour. Bonjour, Laurent Sénéchal. Dans 2 jours, vous devez annoncer, dire en tout cas au ministre de l'économie, quel est le calcul que vous avez fait à la Banque de France pour le taux du livret A. Je précise que 8 Français sur 10 ont un livret A. De combien est-ce qu'il va s'élever aujourd'hui, les 3%? Alors, je ferai effectivement ma proposition au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, jeudi. Pourquoi jeudi? Parce que jeudi, on aura le chiffre définitif de l'inflation du mois de juin, qui est une des composantes importantes du calcul. Et on va y revenir aussi. Et je ferai une proposition sur 2 taux. Il y a le taux du livret A, puis il y a le taux du livret d'épargne populaire, dont on parle moins, qui est un peu plus élevé. Mais qui est nettement plus élevé, on va y venir. Alors, en ce qui concerne le taux du livret A, il faut préserver d'un côté l'intérêt des épargnants, bien sûr, dont vous parliez, et puis de l'autre, un secteur qui est ultra sensible pour les Français, qui est le secteur du logement. Parce que le livret A, il sert à financer en particulier le logement social, et puis plus largement le crédit immobilier. Donc, je crois qu'il est sage d'être un peu prudent sur le taux du livret A, en pensant aussi au bon financement du logement, où il y a des fortes attentes des Français. Du côté de l'intérêt des épargnants, je note, et c'est une bonne nouvelle, que l'inflation a reculé depuis le début de l'année, depuis la précédente fixation du taux, puisqu'on était à 6% au mois de janvier, et qu'en indice provisoire sur le mois de juin, on est descendu à 4,5. Donc si je vous suis, pardon, Agathe Lambray, juste le calcul automatique en quelque sorte du taux du livret A devrait être de 4%. Vous êtes en train de nous dire que ça sera un peu moins que ça? Je suis en train de vous dire qu'il y a toujours une marge d'appréciation et qu'il faut tenir compte des 2 aspects du livret A. C'est la rémunération des épargnants et c'est le bon financement du logement, parce que l'économie française et tous les Français ont intérêt 4%, ça coûterait trop cher aux bailleurs sociaux. Alors je voudrais dire un mot de l'autre taux. Pardon ? Rémunérer le livret A coûte aussi cher aux banques. Oui, alors ça, je vais vous dire quelque chose très simplement, Agathe Lambray. Dans ma proposition, ce n'est pas l'intérêt des banques qui me guide. C'est l'intérêt des Français. Mais les Français, ils sont à la fois épargnants et puis ils ont besoin du secteur du logement et ils peuvent être emprunteurs. Alors, je dis un mot sur l'autre taux, dont on parle moins souvent, mais qui est nettement plus élevé. C'est le livret d'épargne populaire. Alors, celui-là, il est rémunéré 2 fois plus aujourd'hui, à 6,1%. Il est ouvert à 19 millions de Français. Sous condition de ressources, mais il suffit d'interroger son conseiller bancaire. Pardon d'être très pratique. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il est beaucoup mieux rémunéré et que, même si le livret d'épargne populaire s'est développé ces derniers mois, il y a encore, on est à 9,5 millions de LEP, on était à moins de 7 millions il y a 18 mois, donc vous voyez, ça s'est beaucoup développé, mais il y a encore presque 10 millions de Français qui pourraient avoir accès à ce LEP fortement rémunéré et qui n'en ont pas ouvert. Donc je crois que là-dessus, c'est le produit phare de l'épargne populaire, peut-être un peu moins connu. On comprend que le taux du livret A n'augmentera pas à 4% comme c'était envisagé, que vous pourriez invoquer des circonstances exceptionnelles, parce que vous pouvez, il y a une façon de le calculer en fonction de l'inflation, mais vous pouvez aussi invoquer des circonstances exceptionnelles pour ne pas ajuster. Oui, alors je souligne que l'inflation a baissé, mais il est assez traditionnel qu'effectivement on regarde les circonstances et notamment l'intérêt économique et social, parce que le logement social, c'est très important, et qu'on trouve le point d'équilibre. Mes réponses, si vous voulez bien, je dis. L'inflation, donc, qui a baissé, est-ce qu'elle baisse dans tous les secteurs ? Alors, l'inflation, c'est la première préoccupation des Français. Il se trouve que c'est la première mission de la Banque centrale, la Banque de France et la Banque centrale européenne, avec Christine Lagarde. Nous avons des débuts de bonnes nouvelles là-dessus. Je vais le dire avec prudence. Vous vous souvenez peut-être que je le disais, au début de l'année, on était à 6%, on est descendu à 4,5% quand on regarde l'indice national. C'est essentiellement la décélération de l'énergie. Aujourd'hui, c'est essentiellement la décélération de l'énergie. L'an dernier, le souci de tous les Français, c'était le prix à la pompe. C'est un peu moins le cas maintenant. Alors, il y a une série de prix qui continue à aller beaucoup trop vite, c'est les prix alimentaires. Là, nous espérons que sur la deuxième moitié de l'année, on verra aussi une décélération. Pourquoi ? Parce que les prix agricoles mondiaux ont commencé à se retourner. Mais on est toujours à 2 chiffres sur l'alimentation. Alors, on est toujours, effectivement, il y a un
tout petit début d'inversion de tendance, mais on est plutôt autour de 13%, c'est beaucoup trop. Hein, et évidemment, les Français, quand ils remplissent leur caddie, ils le sentent. Alors, reste ce dont on ne parle pas, alors ce que dans notre langage un peu technique, nous appelons l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors énergie et alimentation. Ça fait en fait 70% de notre consommation. C'est tous les services, dont les loyers, c'est tous les biens manufacturés qu'on achète, ça peut être les automobiles, l'électroménager, etc. Alors, cette inflation-là, elle est un peu moins forte, autour de 4%, mais il y a un risque qu'elle dure plus longtemps, qu'elle soit plus persistante. Alors, c'est cette inflation-là, plus large, que nous traitons avec la politique monétaire, c'est-à-dire le relèvement des taux d'intérêt. Et compte tenu de ce que nous faisons sur les taux d'intérêt, je veux le dire clairement à votre micro ce matin, nous prévoyons que l'inflation va continuer à baisser et va revenir vers 2% d'ici 2025. Je vais même aller un peu plus loin, ce n'est pas seulement une prévision, c'est un engagement que je prends ce matin. Parce que ça reste encore élevé jusqu'en 2025 pour les Français. Comment on fait pour éviter justement qu'elle s'installe, cette inflation que vous comparez à une maladie ? Alors, quand vous dites que ça reste élevé, bien sûr, les 4,5% aujourd'hui, c'est trop. Mais la baisse a commencé et elle devrait être assez sensible en 2024. Je le dis aussi par rapport à votre question tout à l'heure sur le livret A. Dans notre prévision actuelle, l'inflation en moyenne l'an prochain devrait déjà être descendue à 2,5%. Donc, vous voyez, je dis 2% en 2025, mais 2,5% en moyenne d'ici 2024. Alors, il ne faut pas que la maladie s'installe. Je vais tout à fait dans le sens de votre question. Le remède, toujours et partout, c'est la responsabilité de la Banque Centrale Européenne, de la Banque de France. Le remède, c'est les taux d'intérêt. Puisque vous avez pris l'image de la maladie, autorisez-moi de la pousser un tout petit peu. Pourquoi les 2% d'inflation ? Parce que... Il y a certains économistes qui disent on pourrait pourquoi changer l'objectif, passer à 3%. J'explique déjà pourquoi les 2%. C'est un peu la température d'équilibre de l'économie, comme les 37 degrés, c'est la température du corps. On revient sur la maladie. Donc quand l'inflation est en dessous des 2%, ce qui, rappelez-vous, était la menace il y a quelques années ou pendant le Covid, à ce moment-là, l'économie est un peu faible, anémiée, il faut la stimuler, on baisse les taux d'intérêt, ce que nous avons fait à l'époque. Quand, en sens inverse, comme aujourd'hui, l'inflation est au-dessus des 2%, il y a de la fièvre, il y a de la surchauffe, et là, on remonte les taux d'intérêt pour ramener l'inflation à la bonne température. Et ça va durer encore longtemps, cette hausse des taux d'intérêt ? On estime que le délai d'action de ces taux d'intérêt, de la politique monétaire, c'est entre 1 et 2 ans. Nous avons remonté vite les taux d'intérêt depuis l'été dernier. J'ai eu l'occasion de dire que je pensais que nous n'étions pas très loin du point haut des taux d'intérêt. Nous verrons exactement autour de Christine Lagarde comment nous décidons ça au Conseil des gouverneurs de la BCE. Mais ensuite, quand on aura atteint ce point haut, ça sera peut-être plutôt un plateau. Il faudra rester à ce plateau suffisamment longtemps pour vaincre la maladie. Parce que ça a des conséquences très concrètes sur les Français. Par exemple, c'est beaucoup plus difficile d'emprunter aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites à un jeune couple qui n'a pas beaucoup d'apports, qui veut acheter un appartement ? Vous dites c'est pas le moment, il vaut mieux reporter ce projet ? Non, je ne dis pas ça. D'ailleurs, sur la conséquence sur les Français, qui, je ne vous cache pas, est notre raison d'agir. La première pénalisation des Français aujourd'hui, c'est l'inflation. Donc vaincre la maladie et la vaincre efficacement, c'est dans l'intérêt des Français. C'est ça qu'ils nous disent, c'est ça qu'ils attendent. Alors sur les taux d'intérêt, je crois que c'est plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand il n'y avait pas assez d'inflation, que je le disais, qui était en dessous de 2%, là on avait des taux d'intérêt exceptionnellement bas. C'est vrai, le crédit immobilier, à un moment, a été entre 1 et 1,5%. On n'avait jamais vu ça. Aujourd'hui, on est plutôt revenu en moyenne vers 4%, mais 4%, c'est plutôt la situation qu'on avait historiquement avant 2015. Et pourquoi pas s'arrêter là ? Monétaire très accommodante. Pourquoi pas dire finalement 4%, c'est pas tant que ça, on pourrait s'arrêter là ? Je vous ai dit, ça c'est une discussion du Conseil des gouverneurs. Je pense, à titre personnel, je pense qu'on n'est pas très loin du point d'arrivée. En tout cas, je vais le dire dans l'autre sens. Je crois que nous avons fait l'essentiel du chemin. Mais après, quand on administre un remède, il faut lui laisser le temps d'agir. C'est pour ça qu'il faudra rester suffisamment longtemps à ce taux. François Villeroy-de-Galhau, gouverneur de la Banque de France, vous restez avec nous. 9h-20, le fil info, Elia Bergel.
La facture pour les assurances liées aux émeutes urbaines grimpe à 650 millions d'euros. Nouveau bilan ce matin de la Fédération du secteur. Les États-Unis et l'Allemagne se félicitent du feu vert de la Turquie à l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Un bon jour pour le pays, salue le Premier ministre suédois Kristersson, alors qu'Ankara bloquait le processus depuis un an. Le sommet de l'Alliance débute aujourd'hui en Lituanie. En contrepartie de cette adhésion, Stockholm s'engage à soutenir la reprise des négociations pour que la Turquie rejoigne l'Union européenne. La défenseure des droits, Claire Hédon, appelle à tracer les contrôles d'identité d'urgence. Sa prise de position dans Le Parisien aujourd'hui en France, après les émeutes provoquées par la mort de Naël. Selon elle, les contrôles sont l'un des éléments de ce contexte explosif. La bagarre reprend sur le Tour de France entre le maillot jaune, Jonas Vingegaard, et son rival Tadej Pogačar. La 10e étape aujourd'hui, après une journée de repos hier. Ça commence à Vulcania dans le Puy-de-Dôme à 13h20 et c'est à vivre sur France Info. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Lambré, Laurent Sénéchal. Toujours avec François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France. On parlait de la hausse des taux pour lutter contre l'inflation. Certains responsables politiques, notamment en Italie, Giorgia Meloni, s'inquiètent que le remède soit pire que le mal. Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce qu'on risque pas d'étouffer aussi la croissance avec des taux comme ça? Je ne crois pas. Et je laisse à Mme Meloni la responsabilité de ses propos. Mais d'abord, la maladie, il ne faut pas la laisser s'installer. Ce que nous disions tout à l'heure. Et c'est justement le sens de notre action aujourd'hui, c'est d'agir assez tôt pour que le remède reste proportionné. Vous savez, il y a un épisode, il y a longtemps, mais qui a marqué l'histoire économique. C'est dans les années 70, après les chocs pétroliers, on a tardé à agir. L'inflation s'est installée, elle était à 2 chiffres, elle n'était pas aux 4,5 que nous citions tout à l'heure. Et on s'en est sorti un jour parce qu'il y a le banquier central américain qui s'appelait Paul Volcker qui a administré un remède de cheval. Ce n'était pas des taux à 3 ou 4%, c'était des taux à plus de 20%. Et là, il y a eu une récession aux États-Unis. En agissant à temps, c'est justement ça que nous voulons éviter. Mais il y a une récession en ce moment dans la zone euro. Laurent Sénéchal, c'est important par rapport à ce point. Nous avons plutôt des bonnes nouvelles sur l'économie française aujourd'hui. Alors certes, elle ralentit. On n'a plus la croissance très forte qu'on avait eue en 2021 et même encore en 2022 de la reprise post-Covid. Mais nous avons publié hier soir une enquête mensuelle de conjoncture que nous réalisons auprès de plus de 8000 entreprises. Et en gros, les entrepreneurs nous disent l'économie ralentit, mais elle résiste. Et nous prévoyons encore une croissance faiblement positive de plus 0,1% au deuxième trimestre. Et sur l'année, ce qui devrait donner plus 0,7% sur l'ensemble de l'année. C'est ça notre prévision. Ça veut dire que le gouvernement est plus dans les clous, parce que l'objectif du gouvernement, celui sur lequel il a construit son budget pour l'an prochain, c'est 1%. Ça ne sera pas atteint, ça. Alors, la Banque de France fait sa prévision de façon indépendante, toujours. Voilà, notre prévision, c'est celle-là. Mais souvenez-vous d'une inquiétude qui était très forte l'hiver dernier. On disait, l'économie française, l'économie européenne va tomber dans 2 pièges. Il va y avoir l'inflation qui s'installe et puis il va y avoir la récession. La bonne nouvelle de ce matin, c'est que nous devrions sortir progressivement de l'inflation, on a dit, tout en évitant la récession. Alors après, 0,7% de croissance, c'est pas assez. Et je crois qu'il faut qu'on ait une stratégie de transformation, de musculation de l'économie française dans la durée. Mais aujourd'hui, nous voyons une sortie de l'inflation sans récession. On va parler de ces transformations, mais à cause de ce ralentissement, Bercy envisage de freiner le rythme des baisses d'impôts. Vous estimez que c'est plus raisonnable? Vous aviez mis en garde contre les baisses d'impôts récemment. Je crois que nous avons, pas seulement cette année, Agathe Lambré, nous avons depuis longtemps un problème de dette publique qui est excessive. Nous étions à peu près à la moyenne de la zone euro, au niveau de l'Allemagne il y a 15 ans. Et aujourd'hui, malheureusement, la France est devenue une des championnes d'Europe de la dette et du déficit. Quasiment 2 fois plus que l'Allemagne. 60% du PIB en Allemagne. Et ça, c'est grave, parce que ça veut dire que ça va nous coûter dans le budget. La charge d'intérêt de la dette va énormément augmenter. On estime qu'on passe d'un peu moins de 30 milliards par an, ce qui était déjà pas mal en 2020, à plus de 80 milliards en 2027. Donc vous voyez, une augmentation de plus de 50 milliards de la charge de la dette, c'est autant qu'on ne pourra pas dépenser pour l'éducation, la défense ou le climat. Et puis, c'est très grave parce qu'on laisse aux générations futures la facture. On ne peut pas indéfiniment faire, par exemple, des baisses d'impôts aujourd'hui qu'on fait payer par les jeunes demain.
Donc je crois l'intention qui a été manifestée, ce n'est pas encore des annonces, mais de différer certaines baisses d'impôts me paraît sage de la part du ministre de l'économie et des finances. Différer notamment à la baisse d'un impôt de production pour les entreprises, ça aussi ça vous paraît sage ou vous dites que c'est pas bon pour la compétitivité? Non, je n'ai pas à me prononcer sur tel ou tel impôt, mais je crois que sur un plan général, nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de faire de nouvelles baisses d'impôts non financées. Pas plus de l'autre côté que nous avons les moyens de faire beaucoup de dépenses supplémentaires. Vous savez, on a déjà le niveau de dépenses en France qui est rapporté à la taille de notre économie le plus élevé d'Europe et même le plus élevé de toutes les économies développées dans le monde. Mais vous êtes en train de dire, il faut qu'on essaye d'être plus efficace. Oui, vous êtes en train de dire qu'il faut le maintenir à ce niveau-là, à ce stade. Je crois que déjà, si on arrivait à stabiliser le niveau de nos dépenses, ce qu'on appelle en volume, c'est-à-dire après inflation, on pourrait commencer à réduire la dette publique. Dans les calculs de la Banque de France, si nous stabilisions ces dépenses publiques en volume, nous pourrions, dans les 10 années qui viennent, ramener la dette publique sous les 100%. Alors c'est un seuil symbolique, mais il est assez important parce que c'est là que nous étions avant le choc du Covid. Au passage, la plupart de nos voisins européens vont faire baisser leur dette publique dans les années qui viennent, donc il faut que nous y arrivions aussi. Et l'exécutif a identifié justement 10 milliards d'économies pour le budget 2024, après avoir passé en revue la dépense publique. Vous trouvez que ça ne va pas assez loin? Alors, 10 milliards la Banque de France, elle est en charge de ce qu'on appelle la politique monétaire. Oui, mais vous parliez de transformation. Sa mission numéro 1, c'est de combattre la maladie de l'inflation. Je vous promets, tous les matins, quand on se réveille avec beaucoup d'énergie, c'est avec cet objectif-là, presque cette obsession-là. On n'est pas en charge de la politique budgétaire, mais je crois que ce qui va dans le sens de soigner d'autres maladies françaises plus durables, notamment l'excès de dette publique, ce qui va dans ce sens-là est bienvenu. Ayant dit ça, moi je crois profondément au modèle social français et européen. Mais la question que nous avons, on parlait du niveau des dépenses, c'est qu'en gros, regardons autour de nous. Vous savez, je suis au Conseil des gouverneurs. Nous sommes 20 économies de la zone euro. On partage tous à peu près le même modèle social avec une lutte contre les inégalités, avec des services publics. Le seul problème qu'on a, c'est que chez nos voisins, en moyenne, ils coûtent 10 points de PIB de moins que chez nous. Donc, on a une marge d'amélioration de l'efficacité. Et pourtant, les Français ne sont pas contents. Les dépenses ne cessent d'augmenter, mais les services publics ne vont pas mieux. Comment vous l'expliquez? C'est un mal spécifiquement français? Alors, Agathe Lambray, vous avez raison, c'est une question extrêmement importante, y compris pour le passionné des services publics que je suis. On a aujourd'hui une certaine insatisfaction des services publics, à la fois pour les usagers que sont les Français, pour les producteurs que sont les fonctionnaires eux-mêmes, et puis pour les financeurs que sont les contribuables, qui trouvent que ça coûte trop cher et qui payent trop d'impôts. De temps en temps, c'est une question de moyens supplémentaires, mais pas toujours. Je crois que c'est aussi une question d'organisation, d'efficacité, d'innovation dans le service public. Moi, je crois profondément à l'engagement des managers et des fonctionnaires du service public. Il faut leur donner un peu plus de responsabilité et puis de prévisibilité dans la durée. Modestement, vous savez, à la Banque de France, on a augmenté nos services, on a maintenu notre présence territoriale et on a diminué nos coûts. Je ne vous dis pas que c'est facile, mais les hommes et les femmes de la Banque de France peuvent témoigner que c'est possible. François Villeroy de Galhau, vous restez avec nous, gouverneur de la Banque de France. Le fil info, 9h-10, Elia Bergel. Le gouvernement lance aujourd'hui une application Vigio pour consulter les restrictions en eau. Christophe Béchu annonce ce matin que plus de 2/3 des nappes phréatiques du pays sont encore sous les normales de saison. Le ministre de la Transition écologique explique que la situation est même plus mauvaise dans le bassin parisien que le mois dernier. 20 départements d'une large partie est de la France sont en vigilance orange, canicule ou orage aujourd'hui. Kiev assure avoir abattu 26 drones de combat russes pendant la nuit. L'OTAN va tracer la voie pour l'adhésion de l'Ukraine. Sur la Maison-Blanche ce matin, Washington ne promet pas de calendrier. Joe Biden va rencontrer Volodymyr Zelensky après-demain, mercredi. De nouvelles recherches plus ciblées viennent de reprendre pour trouver le petit Émile dans les Alpes de Haute-Provence. Le garçon de 2 ans et demi a échappé à la vigilance de ses grands-parents ce week-end. Le tennis à Wimbledon, la hiérarchie est respectée chez les hommes. Les favoris, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Holger Rune se qualifient en quart de finale. Chez les dames, ça passe aussi pour Sabalenka, la numéro 2 mondiale. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Lambray,
Laurin Sénéchal. Toujours avec François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France. Ce qui n'aide pas le pouvoir d'achat, notamment, c'est que les salaires ne suivent pas suffisamment la hausse des prix. Est-ce qu'il ne faudrait pas indexer les salaires sur l'inflation comme le proposent certains à gauche et comme ça a été le cas en France jusqu'en 1983 ? Alors, il y a un salaire en France qui est indexé sur l'inflation, c'est le SMIC. Et je crois que c'est une bonne chose pour des raisons de justice sociale. Je ne crois pas pour autant qu'il faille passer à une indexation généralisée, parce que là, on risquerait d'enclencher ce qu'on appelle la spirale prix-salaire, c'est-à-dire que les prix augmentent, les salariés justement demandent qu'on augmente un peu plus leur salaire, du coup les coûts de revient des entreprises s'accroissent, et les prix augmentent encore plus vite, et ça ne s'arrête pas. Alors nous ne voyons pas aujourd'hui en France, ni globalement en Europe, de telles spirales prix-salaire. Les négociations salariales doivent rester décentralisées, au plus près du dialogue social et puis de la réalité économique. C'est l'entreprise ou c'est la branche. Quand on regarde plus précisément les salaires, ils ont heureusement augmenté plus en 2022. C'est normal quand les prix augmentent plus. Ils ont été un peu en retard sur l'inflation en 2022. Ça devrait s'inverser en 2023-2024 parce que l'inflation va commencer à descendre. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait déjà passé le pic. Donc, et nous pensons plutôt dans nos prévisions que le pic des salaires en moyenne serait au deuxième semestre de cette année. J'insiste sur en moyenne parce que c'est très décentralisé. Peut-être une dernière précision sur le pouvoir d'achat, qui est évidemment un élément très sensible pour les Français. Je vais peut-être vous surprendre, et c'est des calculs que fait l'INSEE, que ne fait pas la Banque de France, mais le pouvoir d'achat des Français en moyenne a été préservé en fait en 2022 malgré l'inflation. C'est-à-dire qu'il n'a pas baissé. Alors, il n'a pas baissé. Il a baissé pour certaines catégories de Français. Je dis bien en moyenne. Et puis, il a baissé pour certains, il a augmenté pour d'autres. Ce n'est pas forcément les plus bas salaires qui ont été pénalisés, puisqu'on le disait, le SMIC, lui, il est indexé sur l'inflation. Mais qu'est-ce qui fait que même si les salaires ont été un peu en retard sur l'inflation, le pouvoir d'achat a été préservé ? C'est qu'il y a eu beaucoup de création d'emplois. Et heureusement, quand un demandeur d'emploi retrouve un emploi, son revenu augmente. Et puis, il y a eu un certain nombre d'aides budgétaires, souvenez-vous, le chèque inflation et le chèque énergie. Donc, quand on met tout ça ensemble, le pouvoir d'achat en 2022 a été mieux préservé en France que chez nos voisins européens. Mais juste rapidement, en Belgique, elle existe, cette indexation des salaires sur l'inflation, et il n'y a pas eu de constat de spirale inflationniste. D'ailleurs, en mars, l'inflation était à 6,6% en France, mais seulement de 4,9% en Belgique, où les salaires sont indexés. Donc, on ne comprend pas le raisonnement. Dans la photo instantanée, vous avez raison, il faut regarder l'ensemble du film. C'est-à-dire que l'année dernière, l'inflation était nettement plus forte en Belgique qu'en France. Par ailleurs, mais je ne veux pas ennuyer les auditeurs avec des détails techniques, l'indexation belge, en pratique, elle est partielle. Elle est notamment sur des indices hors énergie, etc. Voilà, nos voisins belges ont toujours le génie de compromis très pragmatique. Je voudrais qu'on parle de l'euro numérique dans un instant. Donc, je vous pose d'abord une question courte, s'il vous plaît, réponse courte, François Villeroy de Galhau. Est-ce qu'il faut taxer les Français les plus riches pour financer la transition écologique ? Proposition faite par l'économiste Jean Pisani-Ferry, qui a rédigé notamment le programme économique d'Emmanuel Macron en 2017. Oui, alors il y a des tas d'autres choses dans le une rapport des mesures de Jean qu'il met en avant. Pisani-Ferry. Il va falloir financer la transition énergétique et c'est des montants importants. Je pense qu'une bonne partie peut venir de l'épargne privée, mais ça suppose qu'il y ait des projets attractifs et soyons clairs, ça suppose qu'il y ait un prix du carbone, sans doute compensé pour tous nos concitoyens qui ont moins de ressources. Mais il faut qu'il y ait un prix du carbone d'une façon ou de l'autre. Sans ça, je crois que nous ne réussirons pas la transition énergétique. Il faudra qu'il y ait des ressources publiques. Si on peut le faire par l'efficacité dont je parlais tout à l'heure, plutôt que par un nouvel impôt, ça serait mieux. Mais il faut une combinaison de ressources privées et publiques. Nous avons beaucoup d'épargne privée en France et en Europe. C'est ça notre atout numéro 1. La Commission et la Banque centrale européenne ont lancé le chantier d'une monnaie numérique, c'est l'euro numérique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord en quelques mots ce que c'est ? Alors, c'est pas une crypto-monnaie. Ah, pas du tout. D'ailleurs, il n'y a pas de crypto-monnaie. Il y a des crypto-actifs, mais le bitcoin, par exemple, ça n'a rien d'une monnaie. Alors, l'idée de l'euro numérique que nous avons lancée autour de Christine Lagarde, c'est très simple. C'est que les Français sont attachés au billet. Et le billet papier, il a plein d'avantages. C'est un actif très sûr. Il est accepté partout, dans tous les points de vente, dans toute l'Europe. Il ne coûte rien. Alors, on veut garder tous ces atouts-là, mais y ajouter les atouts des paiements numériques, des paiements que nous faisons par carte et par mobile, et c'est vrai que c'est très commode. Donc l'euro numérique, ça sera aussi sûr, aussi facile d'usage que le billet. Au passage, nous le garderons, nous garderons les billets papier,
mais ça sera une forme de billet numérique auquel vous pourrez ajouter un certain nombre de fonctionnalités qu'on ne peut pas aujourd'hui faire avec le billet papier. C'est payer en ligne, c'est ce qu'on appelle le peer-to-peer, quand on se fait des paiements par mobile entre deux jeunes ou un groupe d'amis. Mais ça sera sur votre téléphone portable, donc. Ou c'est ce qu'on peut appeler des paiements conditionnels, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de programmer un certain nombre de paiements à l'avance. On sait tous que les paiements numériques ont un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires. Donc on sera c'est le meilleur des deux mondes. C'est le meilleur des deux mondes, c'est la sûreté, la gratuité, la confidentialité du billet papier, plus la facilité des paiements numériques. Concrètement, on sera avec notre portable à la boulangerie et on paiera comme ça. Vous pourrez choisir comme de payer comme ça, ou vous pourrez continuer à payer à partir de votre compte bancaire comme vous le faites. Vous pourrez le faire aussi à partir de votre carte. Alors c'est un peu de travail. La Commission européenne vient de proposer il y a 15 jours une proposition de directive, c'est comme ça que ça s'appelle en Europe, pour autoriser l'émission de ce billet numérique. Il va y avoir maintenant un débat public, et en parallèle à ce débat public, y compris au Parlement européen, nous faisons les préparatifs techniques. Décision probablement d'ici 2 ans, et ensuite réalisation d'ici quelques années. Mais je crois que ça sera une liberté supplémentaire, un choix supplémentaire pour nos concitoyens. J'insiste sur le fait que ça ne remet en cause aucune des monnaies existantes. Et les billets papier, quant à eux, ils sont en train de faire peau neuve aussi. On peut aller sur le site de la BCE. Il y a une consultation effectivement sur le nouveau dessin des billets papier. Je le dis ce matin, on a jusqu'au 31 août, donc que tout le monde ne se précipite pas aujourd'hui, sinon le site risque d'être engorgé. Mais nous relayerons aussi cette consultation. On peut passer par le site de la Banque de France. Pour dire ce qu'on aimerait, à quoi on aimerait qu'ils ressemblent les billets. Il y a 7 types de dessins ouverts, puis ça sera des billets probablement plus sûrs et surtout plus durables, qui diront un plus grand nombre d'années. En circulation plutôt vers 2030. Merci beaucoup. Un peu de temps. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, invité de France Info ce matin. Bonne journée à vous.